Ça veut dire que je commence là. Ça veut dire, ok, on y va. Ok, alors, les Hashem, j'aimerais développer une petite idée qui moi, elle me touche beaucoup, donc j'espère qu'elle va toucher aussi les autres personnes. On y va? Donc en fait, les Bnei Israël, ils arrivent devant la mer. Ouais. Quand ils arrivent devant la mer, il y a un truc qui se passe. C'est qu'ils arrivent devant la mer, Hachem il leur dit d'attendre. Après qu'il leur dit d'attendre, c'est marqué la chose suivante. D'accord? Je vais faire dans les mots comme ça, c'est bien. C'est marqué. Une seconde. Donc ils sont là. Donc les Bnei Israël sont mamash sur la mer. Et derrière eux, il y a les Mitzrim, les Égyptiens. Où Paro écrivent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a Paro qui arrive. Et là, il y a une réaction que le Midrash y raconte, qu'on retrouve dans les mots. Donc les Égyptiens arrivent après les Bnei Israël. Ils ont eu très peur. Ils ont prié. Première réaction, ils ont prié. Après, c'est marqué la chose suivante. Donc première réaction, on prie. Deuxième réaction, on râle. En général, chez les Français, c'est l'inverse. D'abord, on râle, après on prie. Mais manifestation, pays de trucs. Mais en tout cas, Ami Bélien, Kevarim et Mitzrayim. Quoi, il n'y a pas assez de tombes en Égypte. Les Kartano, la Moud Bamidbar, Mazatasita Lano, les Otsiano, Mitzrayim. Pourquoi tu nous as sortis? C'est ça qu'on t'avait dit. Donc pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Donc, premier truc, c'est on se rend. D'accord? On se rend. C'est ça qu'ils ont. On regrette qu'on est parti. En fait, on va vers, on se rend. Ça veut dire que ça nous dérange plus. Finalement, ce qui s'est passé avant, bah, c'était pas si mal que ça d'être esclave plutôt que de mourir. Bon, déjà, je parle, même si c'est pas le sujet du cours, mais je pense que c'est important de développer ce sujet en une phrase, mais comprendre que qu'est-ce que la mort? Quand est-ce qu'une personne elle est prête à mourir? En ce moment, c'est une question que moi, en tant que Rav qui fréquente des dizaines et des dizaines de soldats, et des soldats qui sont mamash pas dans des endroits faciles, c'est une question. Ils viennent me demander pourquoi je risque de mourir, quoi. Pourquoi? Je vais le faire, je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais pourquoi? Et cette question-là, elle a l'air. Non, pas toi. Pas toi, je veux pas de toi. Excusez-moi, c'est un. Comment ça va? Ok. Donc en fait, on voit que donc les Bnei Israël, quand ils voient qu'il y a les Mitzrayim qui sont derrière, quelle est leur réaction premièrement? De se rendre. Ça veut dire quoi de se rendre? Ça veut dire que finalement ils pensent, attention c'est profond, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il vaut mieux se rendre et être esclave plutôt que de mourir. On est d'accord ou pas? C'est quoi qu'ils sont en train de dire là? Maintenant il y a une deuxième réaction. Le Midrash il nous dit qu'il y a une deuxième réaction, un deuxième groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se battre. Mais quand il veut se battre, il a des chances de gagner? Aucune. Aucune. S'il n'y a pas Hachem derrière, aucune. Et on a un deuxième groupe, c'est notre kavod est plus fort que notre vie. On est d'accord ou pas? Ça vous rappelle Bétar, la vie de Bétar, ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, on va pas être esclave, donc il vaut mieux qu'on se fasse tuer, qu'on meure plutôt que truc. C'est-à-dire que là, il y a une problématique en fait ici qui est Masada, mais mes amis, je vais essayer de vous poser une question. Je sais pas, je dis ça, mais je dis rien, d'accord? Je dis ça, mais je dis rien. Ça vous rappelle pas un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Tu sais, t'as les gars qui disent faut y aller jusqu'au bout, et il faut aller au Liban, et il faut aller à Khan Younes, et on va perdre 3000 soldats par jour, et on s'en fiche, il faut faire le boulot. Vous connaissez ce genre de truc? Et vous avez les autres qui disent de toute façon, ça va servir à rien, de toute façon, on va perdre des gens, et puis il faut aussi qu'on. Vous entendez? Vous reconnaissez ou pas? C'est bizarre, on est vraiment surpris, genre ça a l'air que. Attention, c'est puissant, ça veut dire que ça a l'air qu'en fait, il y a des réactions qu'on sait qu'elles vont arriver. Comment c'est possible qu'il y a des réactions qu'on sait qu'elles vont arriver? Comme si c'est toujours les mêmes réactions. C'est comme si tu as un prototype et tu sais que quand il y a telle situation, ça va sortir ça ou ça va sortir ça. Tu le sais. Moi, c'est un truc bête. Ouais. Moi, je m'occupe d'étudiants. Donc, à chaque fois qu'il y a un type qui est fiancé, depuis à peu près 1 mois et demi, et qui me dit « je veux te parler », je souris. Et le mec, il me dit « non, mais il n'y a rien de méchant ».
Et moi, tout de suite, je lui dis, il n'y a rien de méchant. Il me dit, non, il n'y a rien de méchant, Rav. Je dis, ouais, je sais très bien. Mais ça fait 1 mois et demi que tu es fiancé, je sais très bien. Mais je fais le petit sourire. Et le mec, il me dit, mais pourquoi tu souris? Je lui dis, c'est très simple, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Ça fait 1 mois et demi, tu sais pas si tu as pris la bonne décision. Tu te dis que peut-être c'est pas la bonne. Tu te dis que tu n'avais pas vu à Kama, c'est les problèmes qu'il y avait chez elle, ils étaient assez importants. Et le mec, il me dit, elle t'a appelé. Et moi, je rigole parce qu'elle m'a pas appelé. Mais pourquoi elle m'a pas appelé? Parce que c'est des prototypes. C'est des prototypes de trucs. Et quand j'ai 1 semaine, 2 semaines avant la Kala qui m'appelle, qui me dit « Rav, je voulais juste vous demander une petite question d'Alakha sur le mariage. » Ouais. Et moi, je dis « Alors regarde, l'Alakha, on va le faire après. Je voulais juste te demander, depuis quand ça dure tes questions sur le mariage ?» Et la fille, elle me dit « Non mais Rav, vous me prenez au dépourvu de 2 secondes. » Mais pourquoi? Et elle se dit « Mais c'est pas possible, vous avez Roi HaKodesh. Qui c'est qui vous a dit? C'est ma mère. » Et moi, j'ai pas Roi HaKodesh, mais seulement, il y a des prototypes. C'est quoi des prototypes? Ça veut dire que c'est obligatoirement, c'est des réactions qui viennent obligatoirement. Tu comprends? C'est comme quand tu rentres à la maison le soir et que tu n'as pas les nerfs, et que tu rentres à la maison et que tu fais un peu la tête et que ta femme elle te dit, elle a envie de te raconter quelque chose et toi tu es un peu, tu vois, truc, et que tu n'as pas les nerfs, tu sais qu'est-ce qui va se passer, tu le sais, c'est toujours les mêmes réactions. Donc ici en fait, on voit qu'on a toujours les mêmes réactions. Donc je répète pour ceux que, voilà, si ça ne dérange pas, on a une phrase. On voit que quand ils arrivent devant la mer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des midrashim et tout, parce que le temps il est très court et je veux essayer de développer une idée. C'est qu'en fait, quand ils arrivent devant la mer, ils arrivent, et il y a une réaction de plusieurs styles de personnes. Première réaction, on prie. Mais le problème, c'est que quand tu pries, tu n'as pas tout de suite la réaction d'Hachem. Et donc au bout d'un moment, ils s'arrêtent, parce qu'ils doivent réagir. Et la réaction, là, elle devient intéressante. 2 sortes de réactions. Première réaction, les gens qui veulent se battre. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça va pas, on est là, frère. On est là, tu vas voir le Hamas, on va le Liban, on va y aller. Mais les gars, tu dis, c'est pas possible, Baba. Tu peux pas faire le Liban, le Hamas, l'Iran. Vas-y, on va faire l'Iran, le truc, le machin. C'est exactement les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Tu as le deuxième groupe qui dit quoi? On se rend. On se rend. Ils se disent, on se rend en Israël. C'est exactement la même réaction qu'aujourd'hui. Tu as plein de gens à la télé, tout ça, qui passent et qui t'expliquent. De toute façon, on ne pourra pas gagner le Hamas, donc ça sert à rien. Autant faire un Eskem Shalom. Vous connaissez ce genre de phrase? Sûrement que vous n'avez pas entendu, mais moi, je l'entends sans arrêt. Donc en fait, on est en train de dire qu'en fait, dans la vie, il y a toujours des réactions qui sont prévisibles. C'est clair. Et donc en fait, tu ne dois pas être surpris à te dire « Oh, c'est bizarre, c'est bizarre ». Mais il y a plus que ça. Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer d'aller plus profondément. Vous avez remarqué qu'en fait, non seulement c'est prévisible, mais en plus de ça, c'est toujours les mêmes groupes qui pensent toujours les mêmes choses. Vous avez remarqué ça ou pas? Oui. Genre, t'es hyper surpris. Genre, c'est toujours les mêmes groupes qui, au bout d'un moment, ils vont toujours dire les mêmes choses que tu... Alors, je dis pas, des fois, il y a des petits changements, il y a 20% qui changent, mais 80%, ils continuent de penser la même chose, de réagir de la même chose. T'as les gars de droite qui disent, faut y aller, et t'as les gars de gauche qui disent, venons, calme un peu les choses. Mais pourquoi Stam, j'ai dit, je ne rentre pas dans la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les réactions, elles sont prévisibles. Et moi, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, qu'on essaye d'expliquer ce que ça veut dire que les réactions, elles sont prévisibles. Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, juste, là, moi, je joue très timing, je suis très timing. J'ai une demi-heure. Ah, moi, je ferai 10 minutes. Ok, j'ai une demi-heure. Ok, bien. Alors, juste, si ça ne vous dérange pas, je pourrais essayer d'exprimer ce que je veux dire. Alors, ok, je vais le dire. D'accord. Regardez, vous êtes d'accord avec moi que la seule chose qu'on a sur Terre, c'est le libre arbitre. Tout le reste, c'est du pipeau. D'accord? Qui c'est qui va être riche? Qui c'est qui va être beau? Qui c'est qui va être intelligent? Qui c'est qui... Tout ce que... Tout. Ouais, c'est que lui qui décide. D'accord? Après, nous, on fait des efforts et des fois, on dérange et des fois, on dérange pas et des fois, on arrange. Ok, pas de problème. Il y a une seule chose qu'on a sur Terre. C'est le libre arbitre. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ce principe. Même si c'est un principe qui est dur. Parce qu'en fait, ce principe-là, il est en train de dire que le moi, il n'existe pas. Le moi, c'est mon moi, c'est mon jeu, c'est ma personne. Ma personne, elle a besoin d'exister. Surtout le français, il a besoin de sentir qu'il existe, qu'il fait quelque chose, qui sauve le clan d'Israël. Tu comprends? C'est important que je sente que je fais quelque chose. Et c'est important que chaque personne, elle ressente ça. D'accord? Mais l'endroit où tu existes réellement, c'est que dans un endroit. C'est pas dans quelle voiture tu as ou dans quelle maison tu as. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils courent après avoir, alors que le but, c'est de courir après ce que tu as, après être. Il y avait un type qui disait être ou ne pas être, telle est la question. Moi, toujours dans mes cours, je dis être ou avoir, telle est la question. Il y a des gens qui ne comprennent pas que, en fait, toute leur vie, ils courent après avoir. Mais vous savez, après 120 ans, moi, chaque fois que je vais dans les cimetières, je vois qu'il y a marqué que Gérard, il avait 2 magasins, 3 voitures. Et tout le temps, c'est marqué ça sur les tombes. La femme, c'est marqué ça sur les tombes. J'ai pas vu une tombe où il y avait marqué ça sur une tombe. Qu'est-ce que c'est marqué? Il était gentil, il était apprécié de ses enfants. Mais j'ai pas compris.
Et il n'y avait que il était. Il n'y avait que être. Et les gens, ils courent toute leur vie après quoi avoir. Et pour avoir, ils sont pas. Vous suivez ou pas? Qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir, ils sont pas. Ils sont pas des bons maris, ils sont pas disponibles pour leurs enfants, ils passent à côté de l'éducation de leurs enfants, ils passent à côté de leur épanouissement personnel, ils n'existent pas. Or, le but de la vie, c'est d'être. Donc, la première chose que tu dois être, c'est être. Vous suivez ou pas? C'est-à-dire que tu ne peux pas essayer d'avancer dans la vie si tu n'es pas. D'accord? Donc maintenant qu'on a essayé de donner une définition à être, alors on peut essayer de donner une définition à être moi. Alors comment je suis moi? Alors je vais essayer d'expliquer quelque chose qui est un peu simple pour vous, mais pour moi c'est très profond, alors je vais essayer de trucs. Donc si on dit que le but de la vie c'est le libre arbitre, ça veut dire qu'à chaque fois que c'est quoi le libre arbitre? J'ai le choix entre deux possibilités, le bien ou le mal. D'accord? Je fais ça de manière très schématique. D'accord? Après, bien entendu qu'il y a d'autres trucs, mais dans le libre arbitre, c'est le bien et le mal. J'ai la possibilité de crier sur ma femme ou j'ai la possibilité de ne pas crier sur ma femme et de lui dire je sais que tu as passé une mauvaise journée, même si tu m'as saoulé, mais quand même, malgré tout, sache que je suis là pour toi. Et là, elle te dira. D'accord? On a deux possibilités de réaction. Quand tu as les deux possibilités de réaction, c'est le libre arbitre. Et dans le libre arbitre, tu existes. Tu existes exactement dans les libres arbitres. Là, j'aimerais vous poser une question, mais c'est une question plus profonde. Quand est-ce qu'une personne, elle est face à son libre arbitre? Quand elle a le choix. Quand elle a le choix entre deux possibilités, c'est à ce moment-là qu'elle a le libre arbitre. Ok? Ok, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. D'accord? Quand vous êtes face à une situation, est-ce que vous énervez ou vous énervez pas? Est-ce que vous levez à la tuila, vous levez pas à la tuila? Est-ce que vous arrivez à l'heure, vous n'arrivez pas à l'heure? Non mais chaque choix, vous avez le choix au moment où vous avez le choix. Surtout pas. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Je m'explique. Je peux prendre un exemple un peu tordu pour expliquer ce que je dis. Parce que les exemples tordus, ils permettent d'être sûr que la personne, elle retient et qu'elle était sûre qu'elle a pigé. Alors, je prends un exemple tordu. Ça vous dérange pas? Ok, très bien. J'ai un élève à moi. Il a une boîte de finance à Tel Aviv. 35 ans, pas marié. Bon, c'est une histoire d'il y a quelques années. Il tente 35 ans, pas marié, beau gosse, truc, machin, fraîcheur, blablabla. Et je lui présente une fille, il rencontre une fille, rien. Et à chaque fois, au bout de 2 jours, 3 jours, il me dit c'est pas elle. Ok, très bien. Un beau jour, il vient chez moi. Il me dit, grave, mais comment je peux remercier Hachem? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je l'ai rencontré, ça y est, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça y est, j'ai trouvé la femme de mes rêves, c'est elle, je te dis, c'est elle. On s'est rencontrés il y a 3 jours, mais c'est elle. Ok, très bien. Je suis tout content pour lui, je lui dis comment elle s'appelle. Il me dit, je traduis le nom, pas que, d'accord? Elle s'appelle Rivka Cohen. Elle s'appelle pas Rivka Cohen, mais pour l'histoire, d'accord? Rivka Cohen, très bien. Et la fille, elle est bien, de bonne famille, truc, machin. Son père, en plus, il est de la famille, truc, machin. Ok, je connais énormément. Et à part ça, elle est née le même jour que ma grand-mère est morte. Tu sais, des trucs, aucun rapport. Le mec, il est sûr que, tu vois, il y a un rapport. Ok, très bien. Il vient chez moi, il dit que je veux me marier avec elle. Très bien. Je dis ok, très bien, il commence à la fréquenter pendant une semaine, 2 semaines. Au bout de 2-3 semaines, je ne sais plus quoi, il vient chez moi, il me dit c'est la catastrophe totale. Parce que la fille, elle se sent juive, la fille, elle fait tout. Mais en fait, sa mère, elle s'appelle Péré. P-E-2-R-E-T. Elle est Goya. Et elle n'est pas convertie. Et elle avait essayé de faire une conversion, ça n'avait pas marché. Et la fille, elle n'a pas eu les nerfs de faire la conversion. Elle n'a pas les nerfs de faire la conversion, mais elle veut être juive dans les actes, sans faire de conversion. Et là, le mec, qui déjà vivait avec elle, qui déjà avait, en clair, présenté à sa mère qui était là, etc. Le gars, il vient me voir, il me dit, il est pas bien. Il me dit, mais pourquoi Hachem, il m'a fait ça? Je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il me dit, bah voilà, il y a ça, et les trucs. Je lui dis, mais tu m'as dit que tu l'aimais, que c'était trop fort, que... Il m'a dit, ouais, c'est vrai, mais... Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il me dit, maintenant, je l'ai mis dehors. Je lui dis, tu l'as mis dehors? Il m'a dit, ouais. Je lui dis, mais tu l'aimais? Il me dit, mais Rav, elle est goy. Mais t'es Rav, toi, ou quoi? Je lui dis, non, attends, je veux comprendre. Tu l'aimes, si tu l'aimes, donc tu peux pas la mettre dehors. Il me dit, mais Rav, t'es fou, elle est goy. Tu suis ou pas? Et moi, là, j'ai compris que j'ai rien compris à la vie. Pourquoi j'ai compris que j'ai rien compris à la vie? Je vous explique. 2 jours avant, je lui dis, Baba, ça se fait pas de vivre avec une fille à la maison. Il y a des choses qu'on fait pas. Tu comprends? Il y a des choses qu'on fait pas. Il faut pas faire des choses comme ça. Il me dit, Rav, oui, Yetzerara, je peux pas m'en empêcher. Si tu la vois, je te promets, Rav. Même toi, t'es Rav, tu rases la barbe. Je lui dis, Baba, comment tu parles? Il me dit, Rav, je te dis, c'est pas possible. Je l'aime, on se voit, on se comprend. Le gars, il est dans un délire total. Il me dit qu'il aime à la folie. Il veut avancer le mariage 2 mois après. 2 jours après, il apprend qu'elle est goy, il la met dehors de la maison. Et moi, je pose la question suivante. Pourquoi 2 jours avant, il est en folie, il peut rien arrêter.
Et 2 jours après, il l'a mis dehors de la maison. Vous avez une réponse à ça? Oui. Quoi? D'un côté des sentiments, d'un côté de certains. Alors, mais là, il y a des sentiments. Alors, pourquoi il l'a mis dehors de la maison? Il y a des choses qui sont rédhibitoires. Il y a des choses qui sont rédhibitoires. Très très bien, très très bien. Comment ça se fait? C'est quoi votre prénom? Jérémy. Comment ça se fait? Je m'excuse, hein, c'est une question bête, mais qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires et des autres non. Comment ça se fait que le mec il a décidé qu'une Goya non, mais une Nida oui? Mais non, on en parle, on met sur la table, on est entre une personne mariée, d'accord? Donc Nida c'est gravissimo, d'accord? De gravissimo, gravissimo. Nida oui, Goya non. Un, il a intégré, l'autre il n'a pas intégré. Chacun à son échelle. Chacun à son Échelle. à son échelle, mais c'est plus, si ça vous dérange pas, ce qu'il dit, je vais essayer de le développer et c'est ce que vous dites en fait. Écoutez bien, le libre arbitre n'existe jamais au moment où vous vivez le libre arbitre. Le mec, il m'a dit, j'ai même pas eu le choix, je l'ai mis dehors. Je dis, mais t'as pas réfléchi? Il dit, mais j'ai pas réfléchi, les goy. Mais pourquoi il a pas réfléchi, le gars? Parce que depuis longtemps, il a dit, il n'y a pas de Goya. Pourtant, elle a toutes les cases, il n'y a pas de Goya. Tu suis? Ça veut dire que, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, plus les choses, elles sont claires dans ta tête, moins tu as de problèmes à prendre des décisions. Plus les choses, elles sont claires dans ta tête, moins tu as de problèmes à prendre les décisions. Parce que plus c'est clair que la Goya, c'est pas pour toi, moins tu as de problème de la mettre dehors, tu vois. Plus c'est clair que le matin, tu dois te lever à la tefila, moins tu as de problème le matin à te lever. Plus t'es clair, vous suivez ce que je suis en train de dire, plus t'es clair que tu ne dois pas te disputer devant tes enfants, moins tu vas lui mettre une tarte. Tu suis comment ça marche la vie ou pas? Ça veut dire que, attention, 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 attention. Ça veut dire qu'en fait, le libre arbitre n'existe jamais réellement au moment où tu vis la chose. Et attention, là c'est puissant. Ça veut dire qu'en fait, chacun d'entre nous, il doit vivre son libre arbitre aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois décider que ton fils il va pas se marier avec une Goya. C'est vous ce que je suis en train de dire, hein, mais je veux qu'on comprenne l'idée. Aujourd'hui, tu dois décider qu'est-ce que tu veux être. Et en fait, merci beaucoup. Et en fait, Mechila, est-ce que je peux vous piquer votre montre? Mais Blinéder, je vous la rends pas. Non, c'est vrai. Mechila, moi j'ai besoin d'une montre parce que sinon j'ai un gros problème. C'est quelle heure la fin? Juste parce que moi j'ai un quart maximum. Donc je peux finir avant? Ok. Alors, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois dans la vie que tu te poses des questions et que tu ne sais pas quoi faire entre le bien et le mal, c'est qu'avant, tu n'as pas bien réfléchi à la question. Et tout n'est pas prévisible. Alors, tu as raison. Tout n'est pas prévisible. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Tout n'est pas prévisible. Tout n'est pas prévisible. Mais le chemin est prévisible. Oui. Et là, on voit que quoi? C'est toujours le même chemin. Les situations sont différentes. Mais c'est pour ça que nous, d'abord, on doit décider. Et là, c'est important. J'aimerais vous poser une question. Je sais que je vais un peu vite et que ça a l'air que c'est simple, mais c'est pas simple du tout. C'est toute la vie qui est à l'intérieur de ce groupe. Enfin, toute la vie, beaucoup de la vie. Ouais, regardez, je pose une question bête, d'accord? Une question bête. Qui je suis? Je suis quoi? Je suis mon corps, je suis mes actions, je suis ma neshama, je suis... En général, quand je vais chez les jeunes, c'est je suis ma neshama. D'accord? C'est qui? Je suis qui? D'accord? Alors, il y avait un type qui s'appelait Descartes, je crois, qui disait je pense donc je suis. Vous connaissez cette phrase très forte? Hein? Donc j'existe. Alors, la Torah, elle dit pas ça. Rav Wolbe, il disait la chose suivante. Il disait pas je pense donc je suis. Il disait je veux donc je suis. Tu t'aimes le matin. Pourquoi tu te lèves le matin? Parce que tu veux aller à la tefila, parce que tu veux t'occuper de tes enfants, parce que tu as une raison tout le temps à tout ce que tu fais. Le jeu, il commence là où tu as une volonté. Quelqu'un d'ailleurs qui est éteint, on l'appelle éteint. C'est quelqu'un qui est en dépression, qui ne veut plus. C'est la pire des choses. Ma grand-mère, la dernière année de sa vie, très malade, elle ne voulait plus. Mais mon père a été très fort. Il a dit, même, il disait à sa mère, c'est pas vrai maman, tu veux pas rien, tu veux mourir. Tu veux mourir. Et elle, ma grand-mère disait, reste chez nous. Elle disait, non, tu veux pas rien, donc tu veux mourir. Et en fait, chaque personne, qu'on comprenne bien,
Il veut quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'on veut qui fait de nous quelqu'un. Vous suivez ou pas? Maintenant, j'aimerais essayer de développer cette idée, s'il vous plaît, sur un pied. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ton moi, il existe, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu veux? Qui on est? Parce que entre nous, ouais. Entre nous. Ça, on va dire des choses comme elles sont. Les Bnei Israël, ouais, ils sortent d'Égypte, ils font un truc de fou, ils vont dans le désert, ils ont peur de rien, ils mettent l'agneau à côté de leur lit. Les Égyptiens, ils sont hyper énervés, ils sont dans un délire total, ils n'ont pas peur, ils ont confiance en Dieu ou pas? Confiance en Dieu totale. Pourtant, quand ils sortent, c'est marqué, mais ils n'ont pas envoyé par le Eretz Pelishtim. Pourquoi? Kikarovu, parce que c'est trop proche. Qui a mal Elohim. Qui c'est qui a dit ça? Dieu, il a dit, qui c'est Dieu? Dieu, celui qui sait tout. Il a dit, Ben Inachema, Mirota Mitrama, Beshamu Mitzraïma. Ils ont dit, de peur qu'ils vont avoir peur de la guerre et qu'ils vont retourner en Égypte. Je vous pose une question. Ils ont confiance pour sortir d'Égypte. Ils ont confiance pour prendre leurs enfants dans le désert. Ils ont confiance pour mettre l'agneau à côté de leur lit. Ils ont confiance. Alors c'est l'incohérence. Mais ça veut dire qu'en fait, chacun d'entre nous, il est incohérent. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a un jeu qui est partagé. Le jeu, il est partagé avec des volontés des deux côtés. On a des volontés des deux côtés. On n'a jamais. Ça arrive dans certaines choses comme la Goya où la volonté elle est totale. Mais en général, on a tous un jeu. Toute personne elle a un jeu. C'est l'environnement. C'est ça. C'est l'environnement, c'est la vie, c'est le Yetzirara, c'est les traits de caractère, c'est l'éducation. Tout ça, ça fait que. Alors là, je voudrais expliquer. Rav Dessler, il explique la chose suivante. Que la volonté, elle est scindée, elle est coupée en deux. Que dans l'endroit où c'est là où tu existes. Je m'explique. Te parler de la Goya, ça n'existe pas pour toi. Donc en fait, tu n'es pas là-bas. Donc en fait, c'est pas ton niveau. C'est quoi ton niveau? C'est là où tu as mal. Maintenant, quand je te parle de te lever au Netz, je te dis, tu veux venir au Netz demain matin? Tu vas me dire oui. Mais demain matin, tu vas mettre le réveil? Non. Et demain matin, quand tu ne vas pas aller au Netz, tu vas te sentir comment? Super. C'est la preuve que quoi? C'est la preuve que c'est pas toi. Tu existes que là où ça fait mal. Attends, pourquoi ça fait mal du coup? Parce que ça fait mal parce que tu comprends que tu n'as pas atteint ton objectif. Le lever au net, c'était ton objectif? Si non, ça fait pas mal. Non. Si tu n'as pas mal, c'est que c'était pas ton objectif. Donc il n'y a pas de volonté? Donc il n'y a pas de volonté là-bas. Ça ne s'appelle pas une vraie volonté. Ça s'appelle une volonté qui est un rêve. En fait, dans la vie, un truc qui est un peu important, je vous le traduis en français, même si dans les Chazal, c'est pas marqué comme ça. Il y a deux choses. Il y a le rêve et l'objectif. Je rêve d'être milliardaire et j'ai l'objectif que ma start-up elle réussisse. Tu sens la différence ou pas? C'est-à-dire que le mec qui rêve, dès que ça ne marche pas, il fait quoi? Il se réveille. On est d'accord, là. Le gars, il se réveille. D'accord. Et le deuxième, il a un objectif. Moi, j'ai un khayal, il est rentré à Khan Younes. Il m'a dit, ah, je sors pas de là-bas jusqu'à que j'en ai fait un. Jusqu'à que j'en ai fait un de moi. Je sors pas de là-bas. J'ai dit, mais t'es pas fou quoi? Je sais même pas comment tu parles. Et le gars, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Ah, je vous dis. Alors, il a demandé à monter dans un tank pour tirer, parce qu'il est complètement dans un délire. Il faut qu'il... Mais le gars, c'est un rêve ou un objectif? Chez ce gars-là, je sais pas, parce qu'il va falloir voir. Mais ça veut dire que quand tu as un objectif, les problèmes ne t'arrêtent pas. Vous suivez ou pas? Et quand tu n'as pas atteint l'objectif, comment tu te sens? Tu te sens mal. En fait, vous avez deux possibilités de vivre votre vie. Ou d'être dans le rêve, ou d'être dans l'objectif. Tant que tu n'as pas d'objectif, tant que tu ne sais pas où tu vas, tant que tu n'as pas décidé qui tu veux être, tu n'es qu'un rêve. Maintenant, tu peux agir une tonne. Tu peux être religieux, rabbin, tout ce que tu veux. Mais tu peux vivre dans le rêve sans avoir d'objectif et donc sans exister. Un homme, il n'existe que quand il a un objectif et qui décide de se battre pour son objectif, à ce moment-là, il existe. Exister, c'est réaliser sa volonté en objectif, en décision. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. La vérité, la caméra me gêne une tonne, mais je vais le dire. Qui c'est qui va voir? Hein? Non, c'est une chaîne YouTube. Ah, c'est une chaîne YouTube. Alors, je m'arrête là. Et donc, à ce moment-là... non, mais il n'y a personne qui va regarder, de toute façon. Ils vont pas regarder. Alors, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose d'un peu complexe. Parce que normalement, il faut l'expliquer et tout ça, mais je vais le dire Bekitsour en espérant que s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je vais dire maintenant, surtout qui ne croient pas qu'ils ont compris. Voilà. Alors, c'est la chose suivante. Une des choses que je fais dans mes chapeaux, c'est aussi de m'occuper des enfants qui sont religieux et qui font une crise. Ça arrive, sachez que ça arrive. Il y a des gens qui sont religieux, qui habitent à Bnei Brak, etc., qui font une crise. Ils sont perdus, ils ne savent pas si le monde des yeshivot c'est fait pour eux, etc. Ça existe, il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, je suis rentré chez nos maîtres de la génération pour m'asseoir avec eux, pour poser la question, mais comment c'est possible que ça arrive? Alors j'ai fait mes shiuré baït,
J'ai essayé d'analyser la situation, mais tu sais, même si tu analyses la situation, tu as le gadol, celui qui a 95 ans, qui n'est jamais sorti de sa chambre, et que lui, en une seconde, il te dit c'est ça. Et toi, tu sais pas, tu avais 15 trucs dans il dit c'est ça. Et je vais chez le gadol, et je lui pose la question. Et je lui dis la chose suivante. Je lui dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a des choses comme ça? Écoutez ce qu'il me répond parce que c'est incroyable. Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si quelqu'un, il vit dans le monde religieux, il vit sa religion, non pas par choix, non pas par décision, et par milieu social. Par milieu social, et que ce n'est pas une décision de sa part, il n'existe pas. Or, si tu n'existes pas, alors au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ton jeu, il n'existe pas. Au bout d'un moment, il va chercher à vivre. C'est super, c'est super, c'est super, c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Ou pas. Hein? C'est super, c'est super, c'est super. C'est super. Alors c'est super, c'est super. C'est pour ça que j'ai dit que ce que j'allais dire c'était un peu dangereux, mais j'essaye de condenser ça parce que le temps il est truc. Mais dans l'idée c'est la chose suivante. Vous avez tout à fait raison. Que Bémet, nos enfants ils sont petits, mais nous on doit les éduquer à deux choses. Je vous en supplie, ce que je vais dire, je vous le dis sur un pied, mais Bezrat Hachem, j'espère que vous êtes tellement intelligents que vous comprenez en 2 secondes. On doit les éduquer à deux choses. On doit les éduquer à recevoir un hall. Le hall, on n'ose pas en parler. C'est un truc, on ne peut pas parler du hall. C'est quoi le hall? Baba, tu dois faire les mitzvot. Baba, tu dois mettre tes tefilines le matin. Baba, tu dois aller à la sina. Baba, tu dois t'habiller bien. Baba, tu dois être sanoua. Baba, tu dois faire la Torah. Il y a un hall, tu as des comptes à rendre. Ça, c'est un truc. Maintenant, comment tu vas le faire passer ça? Après, il faut bien sûr savoir comment le faire passer. Je ne rentre pas dans la question comment. Je rentre dans le but, dans l'objectif. Vous suivez ou pas? Toujours, il y a l'objectif et il y a le chemin pour y arriver. La deuxième chose, à part ça, que je lui montre l'objectif, il y a un moment où je dois lui dire, l'objectif, il est à toi. L'objectif, il est à toi, mon fils. Le chemin, moi, je t'aide à prendre le chemin pour y arriver. Mais l'objectif, il doit être à toi, mon fils. L'objectif, il doit être à toi. Tu dois décider. Tu dois décider que tu es à la yeshiva. Je vous raconte une petite histoire en 2 secondes. Moi, j'habitais à Grenoble. Quand j'habitais à Grenoble, tout le monde se moquait de nous parce qu'on venait de Grenoble. Je suis parti à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Quand je suis arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, alors mon grand frère, elle a fait la yeshiva, ma grande sœur, elle a fait la yeshiva, mes frères et tout le monde a fait la yeshiva. Alors quand on a fait la yeshiva, alors une fois à Rav Freikin, il y a un type qui est venu voir Rav Freikin, il lui a dit, moi je comprends pas. Moi j'habite à Aix-les-Bains, je suis à Vrers, j'étudie toute la journée. Monsieur Kriev, c'est un directeur d'une truc, bref. Et il dit, lui, il a tous ses enfants à la yeshiva. Et moi, j'en ai 2 qui sont pas partis à la yeshiva et qui sont partis. Comment c'est possible? Il a dit à Rav Freikin. Rav Freikin, il a répondu un truc sur mon père et que moi j'ai mis 20 ans à le comprendre. Mais comme je l'ai compris, alors maintenant je peux vous le faire passer. Mais il a dit la chose suivante. Il dit parce que Monsieur Kriev, Monsieur Kriev, il a fait passer à ses enfants, c'est quoi l'objectif? Toi, tu t'es arrêté sur combien c'est important le chemin. Pourquoi tu vas venir à la tefila? Pourquoi si? Pourquoi ça? Tu t'arrêtes sur le chemin. Tu t'es trompé, Baba. Le chemin avec ce gosse-là, ça marche pas comme ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes sur le chemin et tu dis ah non, tu saoules le gosse. Alors qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il rejette. Mais tu n'as pas compris que l'idée que tu dois faire passer à ton gosse, c'est quoi l'idée que tu dois faire passer? C'est l'objectif. Où tu vas? Moi, je suis avec les jeunes. Mon boulot, c'est d'être dans les universités. D'accord? D'être dans les universités. Dans mes cours, par semaine, il y a 300 jeunes. Je suis le projet Neshama. D'accord? 300 jeunes dans le Merkaz Haaretz. Et bien, qui sont? Je vois les jeunes dans le truc et tout le temps, je leur dis, Baba, arrêtez de me parler de chemin. Parlez-moi d'objectif. Et tout le temps, je leur dis, fermez les yeux. On ferme les yeux. Comment tu imagines le mariage de ton fils? Et là, je ne suis pas encore en couple, je ne suis pas encore truc. Comment tu imagines le mariage de ton fils? Ça vous a l'air bête, hein? Elle est comment ta femme? Elle est de Sanoua, elle n'est pas de Sanoua. Et c'est séparé, les tables, elles sont comment? Et comment ça va se passer? Et le gars, il va être avec une petite kippa, ça va être comment? Les dents séparées, pas séparées? Le manger glatte, pas glatte? Les rabbins, il va y avoir des rabbins dans la salle? C'est un exemple, mais c'est un objectif. Vous suivez la différence ou pas? Alors si maintenant je sens, j'arrive à faire passer à mon fils, l'objectif c'est pas le mariage, d'accord, mais j'essaye de vous montrer par un exemple une sorte d'objectif. Donc en clair, quand je veux savoir qui je suis, et quand je veux exister, je dois vouloir. Et on ne doit pas avoir peur des fois de vouloir des choses qu'on n'arrive pas à avoir. Mais on doit avoir peur de ne pas vouloir.
On doit avoir peur de ne pas avoir d'objectif. On doit avoir peur de ne pas viser, de pas viser quelque chose. Alors il y a des gens qui visent. Ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Ce qu'on fait aujourd'hui à tout Michel. Exactement. Exactement. On fait tes fruits, mais en fait, il n'y a pas de fruits aujourd'hui. Ouais, il y a le début de la sève. C'est la sève qui manque, car l'objectif de faire des fruits. C'est le potentiel. C'est le potentiel, mais le problème du potentiel, c'est la pire des choses qui me dérange maintenant. Non, on ne peut pas seulement potentiel, c'est qu'on sait que la sève, elle a une matara, c'est de faire des fruits. Le potentiel qui a commencé à travailler pour arriver à la matara. Parce que dès que tu dis le potentiel de nos jours, les gens ils disent « Ouais, frère, tu connais pas ? Ouais, c'est bon, j'ai le potentiel. » La pire des choses, c'est de dire à quelqu'un « Ne dis jamais à ton fils que tu as le potentiel. » Ça veut rien dire. La vérité, c'est qu'il faut dire à nos enfants, il faut dire « Tu es sur le bon chemin pour arriver à ton objectif. » Or, le problème, c'est que dans notre éducation, on parle que de chemin. Et on parle plus d'objectif. Pétard, mais c'est quand on s'est assis avec nos enfants et qu'on leur a dit « Baba, mais comment tu t'imagines dans 5 ans? Comment tu as envie d'être proche d'Hachem? Où il est ton kécher à toi avec Hachem? Comment il est à toi ton kécher avec Hachem? » Moi, je prends mes enfants, j'habite à Bnei Brak, je vais dans un parc, on s'assoit, on dit « Venez, on parle à Hachem. » On parle à Hachem, on s'assoit. Je parle pas d'Igbo des doutes, c'est même pas Igbo des doutes. C'est quoi ton kécher avec Hachem? Où t'en es? C'est quoi ta mitzvah à toi? Moi, chez nous, à la maison, chaque enfant, il doit exister dans une mitzvah. C'est à lui, personne n'est au courant c'est quoi sa mitzvah. C'est entre lui et Hachem. Et chacun, il a un truc. Alors, des fois, je le sais. Il y en a une, c'est de faire la Hamida de Harvit. Elle met un quart d'heure sa Hamida. 18 ans, un quart d'heure sa Hamida. La Hamida de Harvit, parce que c'est son moment où elle fait son Cheshbon HaNefesh, etc. J'ai une autre fille, ouais. Et une autre fille, je sais que c'est s'occuper des filles problématiques de l'Akuta. Elle a 3 filles, qu'elle passe pas une journée sans aller leur dire à chacune 3 compliments. D'où je l'ai su, parce que la Mora et les mamans des enfants m'appellent pour me dire merci. Mais ça, tu comprends que ça, c'est pas moi qui l'ai éduqué. Moi, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu un objectif. Elle a compris un objectif. Elle a compris qu'elle voulait être grande. Elle a compris qu'elle devait viser à ce moment-là. À ce moment-là, elle s'est réalisée. Moi, je peux lui mettre le chemin. Mais il y a un moment où elle doit décider d'accélérer, décider, tu suis ou pas, prendre des gens dans la voiture. Alors, je finis parce que c'est l'heure. Bon, je sais que c'était un peu du concentré, mais je pense qu'il y avait quand même des choses de quoi. Hein? C'est pas encore l'heure. J'ai 5 minutes. Ah, il y a 2 mondes. alors, on a dit qu'il y a des prototypes de prévisibles. D'accord? C'est sûr qu'il y a des choses prévisibles qui sont. Parce que nos traits de caractère, nos choix de vie, on les fait avant. On les fait avant. Donc si tu as envie, attention, je dis un truc, mais j'envoie, je balance et je me barre. Ouais. Si tu as envie que tes gosses ils soient habillés d'une certaine manière, ben, tu ne dois pas dire à 13 ans comment je vais lui dire de s'habiller comme ça. C'est que tu dois faire le travail quand? Depuis qu'elle a 8 ans, tu dois lui dire, tu es une bâtisse Israël, c'est quoi ta place, qui tu es, tu dois lui montrer quelles sont. Ah, tu vas me dire, mais à 8 ans, ouais, à 8 ans, tu ne vas pas l'éduquer à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire, d'accord, ne vous arrêtez pas là. Mais tu dois créer chez l'enfant l'objectif. Alors, j'ai parlé des enfants, mais le cours, il est sur nous. Donc, comment j'existe quand je décide? Quand je veux, quand je décide. Maintenant, je vais vous dire un petit secret, ça va être très rapide. Et en fait, quand est-ce que je décide? C'est quoi le plus beau jour de la vie d'une personne? Vous qui avez l'expérience. Le mariage. Alors, très souvent, les gens ils disent que c'est le mariage. D'accord? Et moi, je suis. Ouais. Et vous êtes? Attends, La naissance j'ai des enfants, rien. C'est leur mariage. C'est du mariage que découle tout. D'accord. Chez nous, c'est comme ça. Alors, le jour du mariage, est-ce que c'est le plus beau jour de la vie? J'ai tout un truc sur ça, mais dans l'idée, le jour du mariage. Mais moi, je me suis toujours demandé, moi qui donne cours à des gens de toute situation religieuse, des fois des gens qui vivent avec une fille depuis 3 ans, et un beau jour, ils me disent, je me marie. Je dis, ok, je viens le jour du mariage, il me dit, oh, Rav, je suis trop content que tu sois là, le jour de mon mariage, pour moi, tu ne peux pas t'imaginer. Et moi, je demande, mais pourquoi tu es content? Il me dit, mais Rav, je me marie. Je lui dis, t'es content parce qu'il y a tes potes, mais il y a 2 jours, tu as fait le henné. Alors, il y avait déjà tes potes. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je dis, Rav, mais je me marie. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça te change dans ta vie? Tu vivais avec elle, c'est le même appart. Qu'est-ce qui va changer? Une bague au doigt? Je te l'aurais acheté sans. Mais c'est quoi le délire? C'est quoi? Il devient un yesod pour votre vie. Tu sais pourquoi tu es content le jour de ton mariage?
Parce que tu es content quand tu arrêtes de fumer et parce que tu es content quand tu as maigri. Parce que tu es content quand tu arrêtes de fumer et parce que tu es content quand tu as maigri. Écoutez bien. C'est quoi l'idée? Tu peux pas être content, toi. Parce que, écoutez bien. Quand quelqu'un il fume, ouais. Quand quelqu'un il fume, il dit pas je suis content de fumer. Il dit pas je suis content d'avoir mangé des éclairs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà je fume. D'accord, très bien. Mais quand quelqu'un il arrête, ouais. Écoutez bien. Quand quelqu'un il s'interdit des choses, par quoi? Par décision. C'est-à-dire que sa décision elle est tellement forte qu'il est capable de se battre pour sa décision et à ce moment-là de quoi faire? De s'affirmer. Et à ce moment-là il est content. Quand quelqu'un il se marie, il fait quoi? Il officialise qu'il s'interdit à toutes les femmes qui sont sur Terre. C'est ça qu'il fait. Parce qu'avant il vivait avec elle, il y a 2 jours. Mais c'était, tu vois, en mode détente. Qu'est-ce qu'il fait quand il se marie? Il s'interdit. Officiellement, d'accord, on est d'accord, officiellement. Mais officiellement, il s'interdit, d'accord? Cette interdiction qui est officielle. Il n'y a pas quelque chose qui fait autant plaisir à quelqu'un que de s'interdire. Et de nos jours, les gens, ils disent tout le temps, ouais, les enfants, faut pas les angoisser avec les interdictions, tout ça. Mais t'as pas compris. T'as raison, si c'est toi qui lui interdis, c'est sûr que ça va l'énerver. Mais si c'est le gosse qui comprend et qu'à la fin, ça devient son interdiction à lui. Ça devient à lui l'interdiction parce qu'il a un objectif. À ce moment-là, comment il est le gosse? Il est content. Il est content comme toi le jour où tu arrêtes de faire le régime. Moi, j'ai perdu 20 kilos. Putain, j'étais content. J'ai dit 20 kilos, j'ai perdu, t'imagines? J'ai dû bosser pour ça. Et pourquoi? Parce que j'ai arrêté, j'ai gagné. Vous me suivez ou pas? J'ai gagné. D'ailleurs, comment tu dis? J'ai gagné, j'ai réussi à arrêter de grossir. J'ai réussi à maigrir. Tu connais cette phrase? J'ai réussi. Alors, tu dis pas ça quand quelqu'un il fait l'inverse. Il continue de grossir. J'ai réussi à manger 17 éclairs aujourd'hui. Il ne dit pas ça, le gars. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne a toujours la guerre entre le moi et les pulsions. Et quand est-ce que tu gagnes? Quand tu gagnes, c'est quand tu sens que qu'est-ce qui se passe? C'est le moi qui gagne. Et à ce moment-là, même dans ton parler, il va changer. Et Bezrat Hashem, qu'on comprenne que tout est prévisible. Il n'y a pas de surprise. C'est à nous de faire le travail en amont. Mais comment on va faire le travail en amont? Qu'avec une seule chose, un objectif. Et un objectif, c'est de dire qu'est-ce que je veux qui est marqué après 120 ans sur ma tombe. Et c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire à la fin, ils auraient dû se préparer à quoi? Si la décision, elle ne pouvait pas arriver devant la mer et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir être confronté, surtout en esclave. Donc, quel travail on peut faire sur ce genre d'événements exceptionnels qui nous permettent d'affronter... Alors c'est une super question. La réponse, elle est que, en fait, si on réfléchit bien, c'est une question qui revient tout le temps. Et en fait, c'est tout le temps la question, c'est est-ce que les valeurs, elles passent au-dessus de la vie ou la vie passe au-dessus des valeurs? C'est rigolo, mais quand tu entends parler de ça, tu entends tout le temps que les gens qui disent qu'il faut arrêter les captifs, la vie des captifs, la vie des soldats. Tu entends tout le temps la vie. Tu entends ça? La vie des soldats, la vie des khayals, la vie des captifs, la vie. Et d'un autre côté, tu entends les autres, tu dis, mais c'est où ça? C'est notre terre. Tu entends des choses de valeur. Donc il y en a qui mettent en avant les valeurs, il y en a qui mettent en avant la vie. Et en fait, tout le temps, ça va revenir à chaque fois ce truc. Donc là, ici, c'était la même chose. Est-ce que c'est les valeurs ou la vie? On arrive face à la mer, il y a les Égyptiens derrière. Est-ce que les valeurs, de pas redevenir esclave, ou bien est-ce qu'on préfère mourir? C'est 2 choses. Donc il y a 2 gens qui disent, je préfère être esclave. Là, il n'y a pas de mauvaise décision. La mauvaise décision, c'est de ne pas avoir d'objectif. De réagir. Dans les 2 cas, les 2 ils ont la mauvaise décision, c'est de ne pas avoir d'objectif. Donc c'est de ne pas avoir réfléchi en amont et de réagir à une action. Exactement. Mais si j'agis, peu importe comment j'agis, c'est une bonne réaction. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça dépend des cas. Il y a des cas où il peut mettre décider ça ou ça. Mais ça, c'est un truc, c'est où tu es prêt ou tu n'es pas prêt. En fait, il y a un des trucs que je fais, par exemple, pour montrer ça aux jeunes, on fait un jeu. On peut arrêter là, parce que